ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon participant de ce soir, Yannick Chikangu. Nous vous saluons. Bonjour. Yannick, vous êtes directeur de production et tailleur chez Carpe Diams. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter Carpe Diams et nous parler plus de vous et mieux vous présenter aussi à nos téléspectateurs que vous suivent partout dans le monde? Oui, tout à fait. Carpe Diams, d'abord, c'est une association de plusieurs personnes qui se sont mis d'accord ensemble pour regarder dans la même direction. Nous avons des experts, nous avons des tailleurs, nous avons des gémologues, nous avons toute une structure qui peut nous permettre en fait d'essayer, si pas de faire, la différence dans notre pays. D'accord. Quand on parle précisément pour que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent, Carpe Diams est une association, une entreprise spécialisée dans la taillerie du diamant. Exactement. Carpe Diams, c'est une ACRL qui consiste en fait dans la transformation des pierres précieuses et semi-précieuses. Ok. Mais comme nous sommes limités, donc on commence d'abord par le diamant. Mais notre projet, c'est de s'étendre dans toutes les pierres semi-précieuses que regorge la RDC. La précision, quand vous dites vous taillez, c'est pour en faire quoi? Des bijoux, des fantaisies? Au final, quand on parle de tailler, taillerie, c'est la transformation de la matière. Ça veut dire en faire un produit fini. Comme vous savez, la RDC regorge de beaucoup de minerais qui se font transformer ailleurs. Donc dans ce cadre-là, on s'est dit pourquoi pas transformer localement. Transformer localement, comme là, nous sommes devant une tour. Une meule. Une meule, plus précisément. À quoi ça sert quand on le voit? Bon, une meule, en fait, bon, ça va être long, hein, si je voulais rentrer dans les détails et tout ça pour les téléspectateurs. Oui, juste une précision. Je vais vous donner une idée. Une meule, on a un disque qui tourne. Le disque peut être en acier ou en diamant. On a plusieurs dopes dopes ou tangs qui permettent en fait de facetter la pierre sur plusieurs étapes. Donc ici on en a 6, mais on peut en avoir 15, comme on peut en avoir 3. Ça dépend de la main de la personne. Donc ça c'est l'outillage en fait essentiel pour faire une première grosse partie de la transformation. Yannick Chikangu. Oui. Nous voudrions que les téléspectateurs puissent vous connaître. Vous êtes jeune. Dans nos maisons, même les autorités vous suivent, ont un peu cette peur, doute. Mais qui est-il? Il nous présente. Premièrement, tu peux nous parler de ta formation. Quel est le parcours dans ce domaine du secteur du diamant? Où as-tu été formé pour te prévaloir de la spécialité professionnelle que tu présentes là? Parce que tu es tailleur en diamant, directeur de production chez Carpe Diams. Oui, tout à fait. Dans un premier temps, d'abord, il faut savoir que je suis déjà de la région. Donc, par rapport à mon entourage, les oncles, les grands frères. Quelle région? Il y a plusieurs régions en RDC. Kasaï. Tout à fait. Donc, il y avait déjà des oncles, des grands frères qui étaient déjà dans le métier. Donc, du diamant. Du diamant. Et bon, j'étais en Europe, j'avais 19 ans. Je pensais à autre chose, je voulais faire le tour du monde. Et que je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, je me prépare. Et je fais mon premier voyage, je crois que c'est entre 2008 et 2009. Donc je crois que j'ai 20 ans, mon premier voyage. Arrivé à Mbujimayi, je vais faire les marchés, le tour, les créiseurs et tout ça. Il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé, quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je me suis rendu compte que ce n'est pas les autochtones qui fixaient les prix. Ah bon? C'était qui? C'était les étrangers qui achetaient. Donc, les Libanais. Les Libanais, les Indiens. Bon, je rien contre ça, hein, c'est un échange. Non, mais c'est ton constat. Oui, tu parles de ce que tu as vécu. Un constat. Et le constat m'a vraiment emmené à réfléchir. Premièrement. Et deuxièmement, bon, dans les comptoirs des Indiens, dans les comptoirs des Libanais, je voyais toujours une personne à côté, accroupie, qui regardait la pierre et qui disait oui ou non à l'acheteur. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas l'argent le plus important. Ce n'est pas la capacité d'achat, c'est les yeux. Donc la personne... La capacité d'évaluer. La capacité d'évaluation. Donc la personne qui jugeait la pierre détermine aussi le prix et le prix final. Ok. Donc quand je pose la question, comme on dit chez nous, au dépensier, il me dit oui, lui c'est le tailleur. C'est le tailleur qui, si lui il me dit non, j'achète pas la pierre, peu importe comment moi je la trouve.
Et là, je lui dis, mais donc ça veut dire que le tailleur, il est plus important que le dépensier. Celui qui taille le diamant. Il me fait comprendre, oui, mais indirectement, c'était à moi de le comprendre. Il me fait comprendre que sans tailleur, reste dans le brut, hein, c'est moins risqué. Retourné en Europe, donc en Belgique, j'ai un ami, mon ami d'enfance avec qui on a fait les 400 coups ensemble, qui me parle aussi de la taillerie. Il me dit, écoute, ne reste pas là-bas, si tu reviens ici, il y a une taillerie, il y a une école, bon, c'est un peu compliqué pour... Là, en Belgique. En Belgique, à Anvers. C'est un peu compliqué pour y accéder, mais il y a la volonté, on va y aller. Donc, je retourne en Belgique, on s'inscrit, on fait les tests d'admission, parce que c'est pas facile. On fait les tests d'admission. Il faut savoir que les tests étaient en néerlandais. Donc, le néerlandais qui est, si on veut, ma deuxième langue, parce que je suis francophone à la base, mais les études, je les ai suivies en néerlandais. Donc, langue flamande. D'accord. Donc, c'était pas vraiment une langue que je maîtrisais. Donc, faire des examens d'entrée, d'admission élevés, parce qu'il y a de la physique, il y a de la chimie et tout ça, dans une langue qu'on maîtrise pas, c'était pas facile. Tout ça pour tailler le diamant. D'abord pour y accéder. Après, l'examen réussi, bon, on commence l'école. Hein, c'était une histoire de 36 mois. Très, très, très dur. Très, 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 très dur. 36 mois de formation. De formation, théorie, gémologie, études des pierres, toutes les formes de pierres, octaèdres, makeables, web. Est-ce qu'on trouvait aussi d'autres Congolais avec toi dans cette formation? Moi, personnellement, pour ma part, j'ai été énormément félicité des doyens d'Anvers parce que de ce qui est sorti là, parce que bon, après, l'école a fermé. À cause de la crise du diamant en 2010, l'école a fermé, mais ils m'ont félicité, ils m'ont sollicité, même ils ont dit, tu es le seul Congolais qui est parti jusqu'à la fin de la formation. Donc, qui est arrivé jusqu'à la fin de la formation, il a commencé, il a terminé. Donc, il n'y a pas eu d'autres Congolais, étant dans le secteur du diamant, qui se sont dit, au lieu de rester seulement dans la production du diamant brut, on pouvait le tailler, qu'on puisse aller à Anvers être formé. Il n'y a pas eu d'autres Congolais qui ont eu cette... Il y a eu d'autres Congolais, il y a eu des Congolais qui ont envoyé leurs enfants faire ces études-là, mais ils n'ont pas achevé. C'est pas facile ce métier. Vous voyez, quand vous voyez la meule, c'est pas facile. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, il serait impossible de rester 5 heures assis à faire le même mouvement. Si vous n'avez pas la projection du futur, vous n'allez pas le faire. Comme tu es là, tu as un diplôme professionnel qui te permet de tailler le diamant partout dans le monde, à Dubaï. Non. J'ai un diplôme de formation en expert en pierres précieuses. La taillerie est un domaine, l'expertise en est un autre. Moi, j'ai fait la totalité. Tu as fait la totalité. Tu es au-delà vraiment. J'ai fait l'expertise et j'ai fait la taillerie. Tu es expert international. Cela veut dire quoi? Par exemple, il y a un tailleur qui taille une pierre. Il me dit, par exemple, cette pierre, elle est telle catégorie. Moi, je peux lui dire non. Je pense que cette pierre est de telle catégorie. Ok. Ouais. Donc, pour pouvoir avoir le droit de décider, il faut avoir les capacités de le décider, capacités décisionnelles, de se donner les armes de décider. Parce que j'avais en tête cette idée de rentrer en RDC, coûte que coûte. J'avais cette idée de rentrer en RDC et je me suis dit, en tout cas dans ce domaine-là, je n'ai pas vu personnellement quelque chose qui mettait ça à l'honneur. Donc une valorisation à sa juste valeur. Donc, tel que tu es là, tu sais certifier les pierres précieuses, tu sais les évaluer et jusqu'au niveau de les tailler. Exactement. C'est mon travail depuis presque 13 ans maintenant. Donc, à peu près, si tu allais à Dubaï, tu coûterais cher, hein? À peu près 30 millions d'euros de salaire. Ah, je vois que vous êtes bien renseigné. Non, les experts précieuses, notamment à Dubaï, quand Dubaï fait venir des experts précieux, donc qui ont ma qualification à Dubaï pour travailler en tant qu'expert à Dubaï, c'est 30 millions. 30 millions d'euros. L'expert. Et aujourd'hui, on voit que Dubaï ont investi pour 30 tailleurs. Donc, quand on parle de 30 millions le tailleur, mais aujourd'hui, Dubaï ont pris le marché mondial. Au Congo, tu coûtes combien? Yannick, nous avançons. Tu as fait l'intérieur de la RDC. Exactement. Dans les zones où les diamants étaient exploités. Exactement. Tu es même allé en Angola. En Angola. Tu as vu la difficulté de nos frères dans d'autres lieux. Mais j'aimerais dire, toi tu dois être un expert, tu dois participer dans des panels, des ateliers, par exemple par rapport aux réformes de ces secteurs concernant les matières précieuses et semi-précieuses en RDC et surtout le diamant. Oui. Mais pourquoi cette situation aujourd'hui du diamant en RDC? Pourquoi on n'avance pas? On a entendu des grands diamantaires à l'époque, que je ne vais pas citer, tu les connais,
ils sont peut-être aussi de ta famille, mais aujourd'hui, 30 ans après, 40 ans après, le diamant est resté au même niveau. Aujourd'hui, les creuseurs qui étaient au Kasaï dans différentes provinces sont aujourd'hui à Kinshasa, les Wewa. Exactement, exactement. Mon humble avis concernant ce domaine, je crois que c'est d'abord la volonté. La volonté, pas la volonté de s'enrichir, mais la volonté de se développer. Pas se développer soi-même, développer ensemble. Ce qu'on a du mal à faire, nous, personnellement les Congolais. Penser ensemble dans la même direction, c'est pas facile pour nous. On a ce problème, on veut être nous devant, nous on veut être vus, nous on veut... Et ça empêche en fait une coalition. Premièrement, moi, bon, j'ai été partout où, dans le territoire congolais, on pouvait parler de diamants. Donc, Bas-Congo, Chikapa, Sumbula, Kamonia, Kamako, Kisangani, le nord, où il y a du diamant, j'ai été. Et j'ai remarqué une chose. Le diamant n'est pas ethnique. Ouais, le diamant n'est pas ethnique. Là où le diamant, il y a Balouba. Non, non, au Bas-Congo, il y a des gens qui travaillent le diamant. Dans le nord, à Kisangani, le diamant n'est pas ethnique. C'est une illusion qu'ont les Kassaïens de vouloir monopoliser quelque chose qui est dans tous les sols du Congo. Quelqu'un du Bas-Congo, quelqu'un du nord, en Équateur, s'il a son diamant, il n'est pas Moulouba. Mais le problème, c'est quoi? Je crois qu'on doit changer nos mentalités. Pas que dans ce domaine-là, mais on doit changer nos mentalités. Dans le partage. Vous savez, tous les gens qui sont dans ce domaine, quand je dis dans le jargon, comme on dit, les grands patrons, il n'y a aucun grand patron. Je vous dis bien aucun grand patron. Qu'est-ce qui te permet de dire ça, d'affirmer cela? Qui ne me connaît pas. Il n'y a aucun, je vous dis bien, aucun grand patron du diamant de la RDC, un grand grossiste qui est déjà arrivé pour vendre en verse, qui ne me connaît pas. C'est une idée que je véhicule depuis plus de 10 ans. Chez tous nos frères, au Kasaï, dans les comptoirs, en verse, tous, arrêtez de vendre vos pierres brutes. On ne va jamais se développer si vous vendez vos pierres brutes. Évidemment, vous me voyez déjà maintenant, vous dites que je suis jeune, vous imaginez 10 ans avant. Donc, c'est ça le problème. C'est cette pensée commune, de se mettre ensemble et de se faire confiance. C'est déjà ça. Pour autre chose, je crois aussi que la volonté politique. Mais on ne peut pas accuser et remettre tout sur le dos de la politique. Parce qu'il y a des domaines où il faut des professionnels, il faut des experts. Tout à fait. S'il n'y a pas des bonnes personnes aux bons endroits, il n'y aura pas de résultat. Il faut pas rêver. Si on met un médecin chef de guerre, il n'y aura pas de résultat. Donc je pense plutôt que la formation est nécessaire. La formation, l'instruction, l'industrialisation, créer des emplois. Vous voyez ces machines, on peut les dupliquer ici chez nous. On n'a pas besoin spécialement du chinois ou de l'européen pour développer nos machines. Il faut que l'Africain, du moins le Congolais, change de vision, ose penser plus grand. Ça veut dire que je peux transformer mon diamant. Mais ma question, tous ces gros bonnets du diamant avaient les moyens pour... ou soit avaient l'information parce qu'ils voyageaient partout dans le monde. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils puissent rester seulement cramponnés dans l'archaïque, le passé? Tu achètes ton diamant brut, tu vas chez un creuseur, tu as le diamant. Pourquoi rester dans ce méandre-là? Il faut comprendre la logique de la personne qui a besoin des matières premières. La personne qui a besoin des matières premières installe une stratégie. Et cette stratégie-là, quand vous avez des Africains qui sont en Europe, qui ont des grands colis, mais leur temps est limité. Ils ont peut-être un visa de 1 mois, ils ont peut-être un visa de 2 semaines. L'Européen, il sait ça. Donc, il te conditionne à vendre vite pour repartir vite, travailler en brousse et revenir vendre brut. La taille, c'est de la patience. C'est l'au-delà de l'Africain. C'est patienter avant d'avoir l'argent. Vous connaissez notre mentalité. Le Congolais, non, moi, je veux tout de suite. Alors que la taille, on va dans l'au-delà. Donc, c'est-à-dire, c'est de la patience, c'est de l'esprit, c'est de la concentration. Et ça, je ne veux pas dire que l'Africain ou le Congolais ne l'a pas, mais je crois que le Congolais ou l'Africain en général a été conditionné à ne pas l'avoir. Je te pose une question directe. Il y a l'actuel chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui. Il y a un nouveau gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilukamba, qui est le Premier ministre. Vous avez votre ministre de tutelle. Ma question directe. En connaissant toute cette réalité, qu'est-ce que tu peux dire au chef de l'État ainsi qu'à son gouvernement pour pouvoir relever ce secteur, surtout le diamant?
Parce que est-ce qu'on peut aujourd'hui se développer grâce à nos minéraux, sérieusement? Évidemment, évidemment. Je vais vous donner un exemple de ce que je sais des chiffres officiels. La RDC est le 3e producteur de diamants bruts au monde. 2e d'Afrique en production après le Botswana. La RDC produit, d'après les chiffres, 18 millions de carats. Et là, on parle de ce qui est officiel. Donc, on est en RDC. 18 millions de carats, c'est énorme. 18 millions de carats. 18 millions de carats, c'est énorme. Un an, je vous dis bien un an, une année, que la RDC transforme ces 18 millions-là, les tailles. On n'a pas besoin de chercher de l'argent ailleurs pour faire des infrastructures. On n'a pas besoin d'aller à la FMI. On n'a pas besoin d'aller à la Banque mondiale. On n'a pas besoin de ces choses-là. C'est nous qui devons changer notre manière de penser. On doit changer notre manière de penser. Nous, les Congolais, on doit se dire que nous avons des richesses. Il faut s'instruire pour les utiliser. On ne va pas laisser les autres toujours venir exploiter nos richesses. Ça n'a pas de sens. Quand on était enfant, on a vu ça, à l'époque du Zaïre et tout ça, on a vu ces Américains venir. Nous, on a grandi, on a évolué. Aujourd'hui, il y a la technologie. On peut même apprendre à la maison avec Internet. Donc, vous asseyez à la maison, vous ouvrez un cours et vous apprenez la leçon que vous voulez apprendre. Donc, c'est gratuit. C'est à nous de changer notre manière de percevoir notre pays. Notre pays est un grand pays, est un pays riche, et c'est un pays qui a besoin d'abord des patriotes, des gens qui aiment le pays. Pas des gens qui aiment l'argent, parce que l'argent, il y en a. C'est des gens qui aiment le pays, qui ont cette vision. Et je pense que le président de la République ou le Premier ministre ou le nouveau gouvernement ne sont pas contre cet avis, cette vision, cette projection. On doit se servir de nos matières premières pour se développer. Si Dieu a mis ça dans notre sol, c'est parce qu'on le mérite. C'est à nous, c'est pas aux autres. Si nous, on n'a pas la faculté et on n'a pas l'intelligence de nous instruire, c'est pas eux qui vont venir faire des tailleries au Congo. Sinon, ils l'auraient déjà fait. C'est pas eux qui vont faire des usines de transformation de coltan, de cobalt. Ça, c'est pas dans leurs intérêts. C'est à nous. On est dans un monde capitaliste. C'est à nous de nous battre. Personne ne va dire écoute, mon ami, tu as 2 kilos d'or, ben, vends-les-moi au prix que tu veux. Non, si tu es faible, on te mange. C'est le monde, c'est la réalité. On voit des Congolais capables de se rebeller, de marcher, de s'énerver, de faire des marches. Mais je ne vois pas de Congolais qui font des marches pour dire que non, nous voulons l'appropriation de nos matières premières. Ce que le président sortant a fait, bon, évidemment, c'est quelque chose qui va au-delà de la vision congolaise. C'est quelque chose d'énorme. Le code minier, changer le code minier, dire qu'il y a 10%, tout ça, c'est énorme. Il a osé quelque chose. Vous parlez du sénateur à vie, Joseph oui, Kabila Kabange. oui. Ce changement-là, c'est quelque chose déjà qui nous permet déjà de lever un peu la tête. Il y a le président, l'actuel Félix Tshisekedi, qui parle de millionnaires congolais. Est-ce qu'on peut avoir des millionnaires, des milliardaires congolais grâce aux minerais? Vous savez, j'ai suivi ça avec attention. Lorsque le président a dit, lors de mon quinquennat, donc il n'a même pas parlé de mandat, lors de mon quinquennat, je veux faire donc 5 ans. Donc je veux faire que ce pays, que les Congolais puissent être millionnaires, et il a précisé milliardaires. Le président n'est pas sous-estimé, il a une vision. On ne devient pas président, non, il a une vision. Et lorsqu'il dit que je veux faire des millionnaires ou des milliardaires congolais, il a ça en vision. Mais pour que cette chose se réalise, il faut des gens autour qui permettent que cette réalisation se matérialise. Après, les capacités de chacun restent à évoluer, mais il faut mettre les bonnes personnes à la bonne place. Les bonnes personnes à la bonne place. Mon cher, toi tu parles de diamants, d'argent, mais ton accoutrement, nous ne sommes pas habitués à voir des jeunes pareils dans le secteur de diamants. Quand quelqu'un... Oh, penam, tu as diamant, oh. Dis-moi, tu vas amener un nouveau vent. Ce n'est pas l'apparence qui compte, mais c'est le savoir. Exactement. On se rend compte que, bon, après, c'est la culture. Congolais, c'est quelqu'un qui aime bien se faire voir, se faire valoir de manière... Comment un conseiller peut t'amener auprès du président quand il te voit comme ça, il dit, mais oh, ils ont aventure. Au moins, président. Président, ok. Ouais, parce que lui, je crois que, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense que le président a besoin de cerveau. Il n'a pas besoin de sapeur. Okay. Il n'a pas besoin de musiciens autour de lui. Tout à fait. Actuellement, il a besoin de personnes qui pensent et qui veulent réellement le développement de ce pays. Et qui amènent les solutions. Ils proposent des choses, oui, on peut faire ça, on peut transformer ça. Il faut des solutions. Actuellement, il faut des solutions. Il ne faut pas des sapeurs.
Bon, j'ai des grands frères, hein, j'ai des grands frères, des grands oncles. J'ai eu beaucoup d'exemples pour ne plus m'intéresser à la SAP. Ok. On y va. Toi qui es expert en pierres précieuses et semi-précieuses, à part le diamant, quelles sont d'autres pierres précieuses que l'on retrouve dont vous travaillez aussi? À part le diamant, bon, avec ces machines-là, on peut se concentrer que sur le diamant. Mais à part le diamant, au Congo, on a tout. On a tout. Par exemple? J'ai encore parlé récemment avec des gémologues de l'université de Liège qui viennent de découvrir, entre 2017 et 2019, qui viennent de découvrir 570 formes de pierres non identifiées. 570 formes dans l'Est. 570 formes. Donc, on ne sait pas c'est quoi. C'est le diamant, c'est quoi? On n'a même pas encore donné le nom. C'est précieux quand tu le vois comme ça. C'est précieux parce qu'on peut dire qu'une pierre est précieuse en fonction de sa dureté. Ok. Donc ça, c'est des pièces qui ont des duretés quand même 7, 8, 9, 10, peut-être plus pour la plupart. Sur 570, il devrait vraiment en avoir 2 ou 3. Plus une pierre est dure, plus elle est précieuse. C'est dans cette logique-là, parce que le diamant, c'est dureté 10. C'est considéré comme la pierre la plus précieuse parce qu'elle a dureté 10. Donc tout ce qui vient après, émeraude, saphir, tanzanite, quartz, tout ça, c'est des autres. Tes amis chercheurs belges de l'université d'Anvers, de Liège, lorsqu'ils sont venus, les géologues, oui. Ils sont venus, ils ont découvert 570 pierres précieuses qui n'ont pas encore été identifiées. Par là, je veux dire quoi? Par là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la RDC, bon, excusez-moi l'expression, mais je reviendrai avec le mot de Mobutu, hein, le Zaïre est un scandale géologique, c'est vraiment ça. Et nous, les Congolais, on n'a même pas idée qu'est-ce qu'il y a dans notre sous-sol. On n'a même pas idée, on n'a même pas conscience. Idée, c'est beaucoup, on n'a même pas conscience. Tu sais que tu dois donner des conférences? Des conférences, c'est question de temps. D'abord, il faut vivre. On a un projet. Par rapport à ta connaissance, tu coûtes combien pour le Congo? Est-ce que c'est ça qui est important? Par là, je veux dire, c'est d'abord le partage. Le partage, parce que ça ne sert à rien d'être milliardaire seul. Comme dit mon associé Alex Bokolo, vaut mieux avoir des ennemis. C'est amusant. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de cours, partout où vous nous suivez, quelle que soit l'heure, indépendamment du lieu où vous vous trouvez, nous recevons pour vous Yannick Chikangu, directeur de production et tailleur en pierres précieuses chez Carp Diams, ici en RDC. C'est possible d'avoir un produit fini du diamant. Vous avez vu ces différents ustensiles qu'il utilise pour pouvoir avoir la capacité de tailler le diamant, de pouvoir en faire une bague, une montre, ainsi de suite. Et là maintenant, nous allons à la seconde phase de notre émission et nous quittons l'atelier pour nous retrouver dans son bureau pour que vous puissiez savoir qu'il est réellement manager ici à Carp Diem. Voilà. Là, nous étions dans l'atelier où nous avons eu Yannick Chikangu, pédagogue, enseignant. Il nous a montré les ustensiles par lesquels, surtout le principal, vous avez appelé la meule. La meule qui permet de tailler le diamant. Et là, nous retrouvons la facette managériale, boss, comme le Quilnois aime le dire. Là, nous l'avons avec ses titres et honneurs de manager, d'un spécialiste dans les secteurs du diamant, l'achat, la vente, ainsi que la taillerie. Et nous avons l'avantage, très chers téléspectateurs, lui, il a vécu dans ce domaine. Très tôt, il est allé à Anvers où il sera formé. Nous arrivons. Nous vous retrouvons dans votre bureau avec votre casquette de manager. Yannick Chikangu. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter le circuit normal, classique du diamant par rapport à l'achat? On achète comment? On évalue comment? Et surtout, quand nos frères du Kassai, du Bas-Congo, ainsi de suite, amènent leur colis, avec une idée par rapport à leur colis, moi je voudrais obtenir autant. Comment vous arrangez pour arriver au bon prix? On se chamaille beaucoup. On se chamaille beaucoup. Mais l'acheminement du métier, dans le cas, on va dire, congolaise, donc local, oui, ça part plutôt du creuseur. Creuseur, oui. Le creuseur qui est subventionné en général par un dépensier, donc la personne qui fait faire les travaux, donc qui paye à manger, qui paye les creuseurs. Les creuseurs trouvent la pièce, ou bien en général, ils la revendent
au dépensier, moyennant le prix évidemment, vu que lui il a sponsorisé les travaux, il moyenne le prix. Et maintenant le dépensier prend la pierre, va avec vers les comptoirs agréés, donc catégorie B, catégorie A, donc ça remonte. Dans cette logique-là, bon, on comprend, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est complètement archaïque. À mon humble avis, je ne pense pas que ça bénéficie réellement à la RDC. Je ne pense pas non plus que ça bénéficie réellement à la population. Les retombées sont très, très, très maigres pour la population. Donc, dans cette logique-là, le Carpe Diem ramène quelque chose de nouveau. Nouveau, pas dans le monde, nouveau au Congo. Donc, parler de la transformation de diamants, c'est quelque chose jusque-là nouveau. La seule usine qui a eu, c'est au Kananga, qui a un peu essayé de travailler à l'époque, n'a jamais commencé en fait. Le circuit peut être amélioré, évidemment. Ça peut être amélioré pour les retombées pour le pays, pour le personnel, pour le secteur. L'industrialisation du secteur est possible par la formation des apprentis. Par l'initiation du métier et on peut s'étendre même au produit final, donc la bijouterie. Nous avons de très bons bijoutiers ici, j'en connais pas mal qui sont de très bons bijoutiers. Quand on leur a parlé de la taillerie, ben, ils étaient contents. Ils étaient contents pour leur métier, donc c'est-à-dire que rien que notre présence crée déjà du métier. Mais dans notre secteur, sachant que c'est inexistant en RDC, ben, on peut développer l'industrialisation du diamant pour les gens intéressés ou les gens qui veulent suivre la formation. Il y aura un avenir. Pour l'instant, un creuseur, je ne dis pas qu'un creuseur n'a pas d'avenir, mais n'a pas d'abouti. S'il trouve une pierre de 5 carats, 10 carats, il la revend, il refera la même chose le lendemain. Alors que le but, c'est d'évoluer. Donc tant qu'on n'a pas cette vision, on ne pourra pas évoluer. On ne pourra pas évoluer dans le sens développement. Je suis un commerçant, je viens de Mbujima, je mon diamant. Oui. J'ai déjà mon prix en tête. Oui. Je viens avec ce prix, par exemple, mon diamant doit coûter 30 000 $, ma pierre, je te l'apporte. Non, vous savez, je vous interromps parce que je me rends compte que nous sommes en tout cas ici, pour ce qui concerne le travail, nous sommes dans beaucoup de choses qu'on avance. Vous savez. Tout à fait. Et ça, par exemple, ici vous avez par exemple on dit rapport. Ça veut dire que ça, c'est l'indexation des prix. Ok. Donc, ça veut dire, moi, déjà, je suis... j'ai un autre regard sur ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des prix basés. Il y a des prix de base. On ne peut pas aller au-delà du prix. Ok. Le problème qu'on rencontre ici chez nous, c'est que les gens sont sous-informés ou mal informés, mais exprès. Oui, exprès. On ne veut pas nous orienter exprès. Si on connaît la valeur des prix, c'est quoi l'intérêt de venir nous arnaquer? Ils connaissent le prix. Donc on va vous mettre dans le flou pendant des années. Et vous allez croire que vous êtes devenu patron, vous êtes devenu grand boss, ou pas, ou aussi ça ou ça, or que vous êtes qu'un simple employé. Donc quand vous prenez votre diamant en Afrique et que vous l'amenez en Europe et que vous le vendez brut, vous êtes un employé. Okay. C'est ce terme-là que le Congolais n'a pas saisi, ou bien l'Africain qui va en Europe pour vendre sa matière première n'a pas compris. Personne ne vend de la matière première en 2019. Personne. Soit on transforme et on négocie le prix, parce que c'est ça qui donne le pouvoir à un peuple, à une nation. À partir où vous transformez vos matières, vous êtes déjà respecté. C'est normal. Mais tant que vous ne transformez pas vos matières premières, et en plus, vous bradez votre terre au plus offrant. On vend les carrés miniers, tout ça. Ça n'a pas de sens. En 2019, ça n'a pas de sens. Donc, par exemple, la RDC n'a pas droit à vendre les carrés miniers comme ça, comme des petits pains. Mais des individus, après, je ne sais pas si je peux en parler ou pas, mais des individus ne peuvent pas vendre la terre qui appartient à tout le monde. Ça appartient à tout le monde, c'est le patrimoine national. Ce n'est pas un individu ou deux ou un groupe de gens qui se décident, bon, on fait un marché, on fait un contrat. Et alors, la plupart du temps, on sait que même si la terre est vendue, mais c'est pour des années déterminées. 30 ans, 10 ans, 20 ans. Mais après, les gens qui ont exploité pendant 30 ans ont pris cette richesse, ils sont partis avec. Ils n'ont rien développé localement. Donc pour des individus, on vend une partie de terre à des gens qui vont l'exploiter pendant 30 ans. On va priver l'État de cet argent-là, de ces retombées-là, parce que nous, 5 individus, nous avons décidé de vendre un carré minier. Je pense que ce n'est pas logique. Moi, je crois plutôt que le Congolais n'a pas de vision.
c'est le manque de vision qui lui rend féroce envers lui-même. Vous savez, comme les porcs, hein, c'est un peu pareil. Je te vois avec sur ton bureau, avec plusieurs ustensiles. Par exemple, quand un négociant ou un créateur ou un commerçant de diamant t'apporte un diamant pour l'évaluer, comment tu fais pour savoir le prix, ainsi de suite, avec tous les ustensiles? Moi, nous sommes une taillerie. Tout à fait. Donc c'est quelque chose de nouveau. Donc notre combat est très dur. Parce Tout à que fait. le Congolais ne comprend pas. Le Congolais a outil Zamba, excusez-moi l'expression, il vient de sa brousse, il a creusé, il vient avec son diamant dans Kinshasa. Il ne veut pas que tu lui parles de taillerie, il veut de l'argent tout de suite. Tout de suite. Pourquoi? Parce que je comprends la logique. Là-bas, il a laissé des creuseurs, il a laissé des familles. Ok. Et des gens qui ont creusé ont toujours l'impression, même si vous travaillez avec eux après 10 ans d'expérience, hein, ils auront toujours l'impression que dépenser à Ken Alibang à côté, un bon côté. Donc, mon cher, s'ils commencent à vous appeler à 1h du matin, jusqu'à 1h du matin, ils vont vous appeler. Donc, je comprends que les gens qui arrivent à Kinshasa ne sont pas à l'aise. Ils ne peuvent pas, je ne veux pas appeler ça risque, parce que quand on a la connaissance, c'est plus un risque. Mais ils ne peuvent pas prendre un risque de déposer leur pierre de 5 carats, qu'on transforme, qu'on hausse le prix, et puis on vend. Et qu'on vend. Ok. Lui, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il n'a pas la patience. Parce qu'il y a des frais aussi. Il y a des frais, il a payé son avion, et quand il reste à Kinshasa, il a prévu de rester une semaine. Même la terrain ne va pas se faire gratuite. C'est tout ça, c'est tout ça. C'est les machines que vous voyez. Bon, il y a encore une autre partie de machine qui doit arriver, mais bon, on est en train de voir comment on va s'organiser. Les machines coûtent énormément cher, ça s'use vite. Pour l'apprentissage ou pour former des gens, ben, c'est des machines qu'il faudra investir. Pour l'instant, on se bat, moi et mes associés. Donc, ce n'est pas une assistance de l'État ou quelque chose comme ça. Et on a toqué. Hein. On a toqué, on a frappé. Il y a des personnes bien, si je peux me permettre, bien placées, qui ont le dossier. Et c'est par là que je vous rejoins pour dire notre mentalité. On ne peut pas se développer si on n'est pas solidaire. On ne peut pas se développer si on n'est pas uni. Le Congolais, bon, c'est le sentiment que j'ai, il a toujours l'impression que et c'est la même chose que j'ai eu avec toutes ces personnes qui sont dans le domaine. Quand je leur parlais de taillerie, ils croyaient que j'étais en train de rêver. Je leur ai dit, dans 10 ans, on verse ferme. Et je leur ai dit, dans 10 ans, on verse ferme parce que le monde va vers la transformation. Bon, la taillerie qui était toi qui es dans le domaine, la taillerie qui était dans le Kassai. Oui. Vous faites pratiquement la même chose? Ou vous, c'est en mieux, c'est amélioré? Nous, bon, en mieux, je ne peux pas dire ça parce que nous n'avons pas la même capacité, donc la même force d'intervention. Là, c'est artisanal, c'est une meule pour l'instant, juste pour un peu se promouvoir, juste pour un peu essayer de gagner ma vie quand même. Mais c'est vrai que si on veut que la RDC soit déjà un grand pôle de diamant taillé, niveau déjà national ou continental, il suffit d'avoir 500 meules. Donc, il faudrait, par exemple, que l'État congolais puisse envoyer des jeunes à être formés. Donc, toi aussi, tu peux les former. Il ne faudrait pas que l'État congolais. Il faut que l'État congolais comprenne son intérêt dans la démarche. Ok. Parce que si moi, j'y vais vers l'État congolais, c'est comme si j'étais en train de mendier. Ok. Par exemple, l'État congolais te sollicite. Quelle est la démarche à faire, par exemple? La démarche à faire, c'est déjà de pouvoir être écouté. Comme par rapport à vous, je serai écouté. Donc, si on est écouté et qu'une personne a la vision et comprend, cette personne viendra vers nous. Nous sommes jeunes, mais nous avons la vision. Nous ne sommes pas fermés à l'idée que c'est que nous pour nous. Non, nous ne sommes pas là du tout. L'idée, c'est de se développer. Et on ne peut pas se développer sans instruction. Par là, ça veut dire que si l'État trouve l'intérêt de faire des centres de formation, moi, personnellement, j'ai déjà mon travail, que vous voyez, mais j'ai des partenaires, j'ai des associés, j'ai des gens en Belgique, en Europe, congolais ou pas, qui viendraient volontiers donner un coup de main. Est-ce que tu as déjà formé, par exemple? Oui, moi j'ai formé 10 personnes d'Afrique du Sud, 10 Angolais, 10 Russes, 10 Chinois. Et vous savez quoi? Quand on discute par mail et qu'ils me disent leur salaire, donc ils ont été formés en verse, c'est des formations de 2 semaines, 3 semaines par groupe. Donc les Chinois, Sud-Africains, Angolais et des Russes. Dans l'école à Anvers, tu as demandé de former des étrangers. Donc tu étais un coach, un moniteur pour eux? Déjà à Anvers. À Anvers. Des Angolais. Il y a des gens, vraiment, si par mail, on discute encore, je vois leur vie par rapport à la vie que j'ai en RDC, mais je trouve ça aberrant. Mais comme si tu as pu former pour Anvers, mais tu peux aussi le faire pour le Congo. Évidemment, je peux le faire pour le Congo, mais c'est des discussions.
C'est des discussions. Maintenant, quel est le bien fondé? Par exemple, tu es devant le président de la République directement, il te reçoit en audience, il te pose la question, quel est le bénéfice? Parce que le président ne connaît pas tout, le ministre ne connaît pas tout, c'est toi qui es l'expert dans le domaine. Par exemple, la question, oui, quel est l'intérêt pour le Congo? Par exemple, d'avoir une taillerie partout où il y a des exploitations, ainsi de suite. Quel est l'intérêt? Un petit exemple, je vais vous prendre un petit temps, un petit schéma. Vendre le brut, c'est 10%. Vendre le taillé, on est entre 20 et 25%. Ok, 15%. Là, déjà, on est dans la marge. Ça, c'est déjà intéressant. Deuxièmement, donner de l'avenir, de l'espoir à ces creuseurs. Moi, j'ai vu tous ces gens dans l'intérieur qui creusent. Ici, dans la capitale, on n'a pas idée comment les gens vivent à l'intérieur. Moi, mon travail, c'est seulement à partir de cette année que je suis à Kinshasa. Moi, je suis un homme de la brousse. Dans la brousse, là, il y a des gens qui connaissent peut-être en brousse. Parce que moi, quand je vais en brousse, je dors par terre. Avec les serpents, avec les araignées. serpents. Je dors par terre. Je ne suis pas là dans les hôtels ou quoi. Après, ça dépend où on se trouve. Mais je dors par terre. Mes voyageurs savent. Ils savent que je ne suis pas là pour faire les gros bras. Et ils me le disent même. Ils disent, mais toi, tu es différent des autres dépensiers. Les autres dépensiers restent dans les hôtels. Ils viennent ici de temps en temps. Mais toi, tu es sur le terrain avec nous. Et tu manges ce que nous mangeons. Pour revenir à votre question, si le président nous sollicitait, parce que nous sommes quand même une entité d'associés, si le président nous sollicitait, ça nous ferait déjà énormément plaisir. Et puis, ça aboutirait à la vision qu'on a. La vision qu'on a, c'est une vision un peu futuristique. Pour des gens du domaine avec qui j'ai parlé, les gens que vous m'avez dit, Fécodi et toutes ces personnes, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés. Les grands diamantaires de ce pays, on s'est rencontrés. Bon, après, j'ai parlé du projet comme je parle du projet à n'importe qui. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un me dire que ton projet est intéressant, de tailler la pierre, on le fait. C'est ça qui me déçoit le plus. Et pourtant, ces gens-là, on s'est même croisés en Europe. Donc vous imaginez quand on se croise en Europe, je leur explique et je leur montre les bijouteries en Europe, donc ils savent de quoi je parle. Quand j'arrive au Congo et que je leur dis que je vais faire ça comme projet, je ne dis pas que je demanderai de l'aide, mais je m'attendais à une solidarité dans le métier. Comme ça existe en Verse, comme ça existe en Inde, quelqu'un qui est dans le métier, ben, il va demander à ses confrères et ses confrères lui donnent un coup de main. Mais ici, il n'y a même pas cette mentalité. Si le gouvernement congolais actuellement venait à nous solliciter, on lui proposerait un projet d'avenir, 10 ans, 20 ans. On n'est pas là pour prendre des trucs et partir. Non, non, on est là pour proposer un projet de 10 ans, 20 ans. En tout cas, si le gouvernement nous sollicite. On parle de formation, on parle de création d'emplois, on parle de la machinerie, de l'industrialisation. Ces machines que vous avez vues là, vous croyez que les Congolais ne sont pas intelligents pour souder du fer? Combien des ajusteurs on voit dans les rues là? Oh, ajusteurs, c'est la fenêtre. Ils peuvent faire ça. On a des très, très, très bons programmateurs informatiques. On a des très bons programmateurs en robotique. Les machines que vous avez vues là pour ce qui concerne la circonférence des pierres et tout ça, ce n'est que de la connaissance, ce n'est que de la science. Il faut que le Congolais arrête comment dire, cette dévalorisation de soi. On dit que Mundela est évité. Non. Ça, il faut sortir de ce schéma. Que Mundela Zanzambe est. C'est ça notre problème. On est complexé. On est complexé par des choses qu'on ne comprend pas. Alors que des choses qu'on ne comprend pas, il faudrait s'intéresser d'abord à les comprendre. Et puis après, une fois qu'on s'intéresse à les comprendre, qu'on les maîtrise, on peut parler. Il n'y a pas d'âge pour le savoir. Vous pouvez aller dans certaines universités, par exemple les États-Unis. Les États-Unis, vous pouvez avoir 15 ans, 13 ans, 12 ans. Vous êtes ingénieur informatique, vous piratez la CIA. Bah, recrutez-vous. Au continent, la CIA, on paye son salaire. Ça, c'est les États-Unis. Il faut qu'on ait une vision où on repère les génies. Pas toujours les histoires ethniques, tribalisme, cette mentalité qui nous renferme, qui ferme le développement. Nous devons nous ouvrir. Et pour nous ouvrir, il faut de la connaissance. Et de l'amour de soi et de l'unité. Sans ça, on pourra changer de président. Hein. Le Congolais ne va pas voir clair. Ma question est celle-ci. Nous avons de l'intérêt pour vous, nous qui vous suivons, parce que nous apprenons, nous changeons. La RDC veut stabiliser son économie, devenir une économie émergente. Est-ce que grâce aux minerais, grâce à nos matières précieuses, grâce aux diamants, pouvons-nous avoir une bourse? Mais c'est le chemin. C'est le chemin logique. Et quelle est l'approche, par exemple? Non, l'approche, Yannick? L'approche, je vous l'explique, c'est le chemin logique. Pourquoi l'Occident, en l'occurrence, a intérêt à ce qu'on ne sache pas la valeur initiale de nos matières premières? Pourquoi? Parce que s'ils savent la valeur du produit fini,
ben, ils détermineront les prix chez eux. Du coup, à quoi servirait la bourse de Londres? À quoi servirait la bourse de France, la bourse de Washington? Eux, leur intérêt, c'est de prendre les matières premières, de les transformer chez eux et d'exister en bourse. Nous qui avons ces matières premières, nous ne pensons pas à les transformer. Et vous voulez penser à la bourse? Il y a des chemins, il y a des étapes. Ça se suit. À partir où nous transformons, on peut déterminer le prix. Je vous donne un petit exemple. Monnaie virtuelle, mais c'est vraiment une parenthèse. Hein. Monnaie virtuelle. Aujourd'hui, la RDC transforme son diamant. Aujourd'hui, la RDC détermine le prix de son diamant fini. La RDC compare avec les autres bourses. Par exemple, une pierre de 1 carat coûterait par exemple dans le monde entier $12. La RDC a le produit fini. C'est que ça coûte $12. La RDC dit, ok, moi je la mets à $11. Tous ces gens-là qui savent que c'est à $12 viendront où? Là où c'est à $11. Ça c'est le système pour attirer le client. Nous te suivons, Yannick Tchikangu, nous te suivons très religieusement. Tu es en train d'expliquer, certes, avec ma question, la RDC peut avoir une bourse grâce à ses minerais, grâce aux diamants. Mais concrètement, comment on fait? Comment on y arrive? Concrètement, comment on fait? Comment on arrive? Premièrement, en s'appropriant sa terre, en s'appropriant ses ressources et en s'appropriant la technologie afin de transformer ces ressources. Ça, c'est les éléments de base pour pouvoir déjà dire là, ça commence. Mais pour aller plus loin et plus vite, parce que je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps, si la RDC créait une monnaie virtuelle, la RDC transforme son cuivre déjà. Comme le Bitcoin. Par exemple, transforme son diamant, transforme son or et transforme son cuivre, son cobalt et son coltan. La RDC décide que toute personne qui voudrait acheter ces minerais stratégiques doivent convertir sa monnaie dans le bitcoin, ce qu'on peut appeler par exemple le makuta. Makuta, oui. Je suis suédois, je paye avec le euro. Je suis anglais, je paye avec le sterling. Je suis chinois ou japonais ou russe, je paye avec le rouble. Donc chaque peuple paye avec sa monnaie. Ce qui fait une réserve de monnaie pour la RDC. Dans des devises. Des devises pour la RDC. Et place sa matière réellement au titre de matière stratégique. Parce que la matière stratégique, c'est à nous de lui donner l'honneur, pas aux autres. C'est à nous de déterminer comment nous voulons le vendre. Parce qu'à partir où on fait cet échange, on change de la monnaie contre une monnaie virtuelle. Parce que l'économie européenne ou l'économie à l'occidental est basée sur le virtuel. Tout à fait. Alors que nous avons des matières premières réelles. Vous comprenez? Donc à partir où on les transforme et on fixe les prix, eh bien on peut choisir les clients. Si le Turc veut acheter notre diamant, il n'est pas obligé de passer par le dollar, il peut venir avec son argent turc. On a les devises de lui remettre... Bon, le client, il vient par exemple en RDC. Il vient avec du yen. Il dit, bon, moi, je viens faire ma transaction, j'achète ma matière première, et puis je vais partir aux États-Unis. Ben, il est venu avec le yen, on lui donne des devises américaines parce qu'il est aux États-Unis. Donc, nous deviendrons vraiment un vrai tremplin, un vrai carrefour, un vrai tremplin pour l'Afrique. Déjà, et un vrai tremplin économique pour l'humanité. C'est ça qu'il faut voir. On n'est plus à l'étape où on doit penser petit. On doit penser grand RDC, le grand pays qui nourrit les autres pays africains. Donc grâce à nos minerais, la RDC... Grâce à nos minerais. Là, je parle des minerais, mais il ne faut pas qu'on se focalise uniquement sur l'enrichissement de la RDC par les minerais. Je parle des minerais parce que c'est un domaine... C'est votre domaine, vous êtes entrepreneur dans ces secteurs. Mais il faut changer d'époque. Donc avec nos minerais, un huissier peut avoir un salaire de base de $2000. Bien sûr. Mais vous imaginez sur une production de 18 millions de carats. 18 millions de carats par an. Et ça, c'est ce que les Congolais déclarent. Moi, je pense que c'est 36 millions. Si vous taillez 2 millions de carats, mais on n'a plus de problème pour faire les hôpitaux, pour faire les routes, c'est plus un problème. Le social, la gratuité de l'éducation, de la scolarité. Ce sont des solutions, ce sont des interrogations qui ont des réponses. Mais le Congolais qui n'a pas la réponse préfère étouffer celui qui a la réponse que faire sortir celui qui a la réponse pour que le pays avance. Donc je sens que selon toi, si nous n'avançons pas, c'est la mauvaise foi du Congolais. Oui,
Le Congolais... Tu as un dossier, tu veux voir le chef de l'État, il y a quelqu'un qui te barricade. Tu as un dossier, tu veux voir le Premier ministre, il y a quelqu'un qui te barricade. Pourcentage. Tu es dans ta propre famille, tu veux avancer, il y a quelqu'un qui te barricade. Exactement. Exactement. Le Congolais, nous sommes déjà mauvais entre nous. Comment l'autre ne va pas voir qu'on est bête? On s'aime déjà pas. Comment on va se développer? L'autre, il le sait. Bon, pendant que toi, tu pilles les richesses. Oui. Ici dans ton bureau, parce que nous tendons déjà à la fin, nous entamons la dernière ligne droite de nos échanges, si importante. Par rapport à tes instruments, comment tu reconnais un vrai diamant et pouvoir le certifier? Un monsieur peut venir, je suis déjà en face de moi, Yannick Chikangou qui est jeune, je peux le dribbler avec cette pierre. Comment tu reconnais que c'est un vrai diamant? Moi, personnellement, le diamant, je le reconnais au toucher. Ok. Donc dès que je le touche, moi personnellement, je sais que c'est un diamant. Après, bon, il y a des machines, il y a le microscope pour regarder les impuretés, pour regarder la cristallisation. Donc en fonction aussi, parce que ça peut être un diamant, mais un diamant synthétique. Donc la cristallisation avec le microscope, ça nous permet quand même de faire des loupes x100, voir à l'intérieur de la pierre. Il y a cette machine qui nous permet de voir la tension, parce que dans un diamant naturel, il y a naturellement une petite tension due à la cristallisation. Tension électrique. Tension quand la pierre elle se forme. Okay. La transformation, quand elle se forme, il y a des petites tensions. Il peut y avoir des impuretés, il peut y avoir des tensions. Les pierres peuvent exploser à la taille. Donc ça, c'est la machine qui permet de savoir en fait cette pierre est taillable ou non. Okay. Parce que si elle est taillable, il y a un risque de 15%, de 20%, de 50%. Ça, c'est l'information à donner au client avant qu'il signe le papier, je taille ma pierre. Ici, nous avons la balance classique pour le poids. Ici, nous avons une machine très importante. Bon, une machine banane, mais très importante parce que ça consiste à... la fluorescence. La fluorescence, c'est un élément très important concernant les pierres blanches. Quand elle est fluorescente, le marché, bon, il y a un pourcentage en moins. Là, on sait détecter qu'elle est fluorescente ou pas. Bon, et ça, c'est vraiment pour répondre à votre question. Ça, c'est un testeur de diamant, tout simplement. Okay. Donc, ça veut dire quoi? S'il y a un diamant, on teste et que ça clignote vers le vert, on sait que c'est de la moisonnite, ou c'est un simulant, ou bien c'est un diamant. Okay. Donc, on a des testeurs. Donc, on a les appareils professionnels, si on veut. Mais par expérience, c'est la main, c'est l'œil. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire lorsqu'on est dans ces secteurs? Tout ce qu'on fait maintenant. Ok. Tout ce qu'on fait maintenant dans le domaine. Tout ce qu'on fait maintenant, on brade nos richesses. On brade. Ceux qui bradent nos richesses pensent qu'ils s'enrichissent, mais ils s'appauvrissent encore plus. Quand vous allez vendre une pierre de 80 carats bruts, excusez-moi, vous êtes un idiot. Quand vous allez vendre une pierre de 20 carats bruts, excusez-moi, vous êtes un idiot. Yannick Chikangou, directeur de production et taillerie chez Carpe Diems. C'est la fin de nos échanges. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans notre magazine Data Market? Je sais que ce n'est pas la dernière fois. Espérons-le. On a la foi. On croit au gouvernement qui va venir. On croit à un Congo émergent. On croit à un Congo avec des visionnaires. On croit à un Congo fort. Je solliciterai aussi mes amis qui me connaissent de l'Europe, qui sont aussi dans le domaine, mais qui n'osent pas revenir en RDC pour des raisons que vous et moi on connaît, qui espèrent à travers moi voir un résultat qui va les encourager aussi pour revenir au pays. Il faut pas se cacher. Tu as un projet test. Un projet test dans tous les cas, que ce soit pour la taillerie, que pour le projet, pour moi physiquement. Donc, donc c'est un peu ça. En tout cas, il y a de l'avenir. De mon point de vue, il y a de l'avenir. Il y a assez de chômeurs en Anvers. Vous savez, Dubaï a eu client tout. Donc Anvers, c'est des chômeurs qui ont travaillé avec moi, des vrais maîtres tailleurs qui sont en chômage. Donc on peut récupérer cette expertise-là qui coûte 30 millions à Dubaï, mais nous on peut les avoir pour des autres prix. Parce que j'ai des relations avec ces gens-là, ils m'ont formé, j'ai travaillé avec eux. Donc c'est tout un monde où on a accès, via moi ou via des autres Congolais qui sont d'Anvers aussi, les mêmes personnes, on se connaît, c'est tout petit. Donc je pense que la chose à retenir, c'est l'envie de développer et l'envie d'émergence de notre pays. Voilà, ce sont les derniers propos de notre participant de ce soir au magazine Data Market. Le président de la République, son excellence Antoine Félix Tshisekedi, soutient le développement de l'entrepreneuriat. Nous avons ici devant vous un jeune Congolais qui a décidé de revenir dans son pays, qui s'est spécialisé, qui est devenu maître dans l'art du diamant, notamment dans la certification du diamant, dans des pierres précieuses, et là nous parlons du diamant, dans la taillerie du diamant. Ils sont là, il revient, et lui c'est comme un projet test. L'État congolais a le devoir de soutenir l'entrepreneuriat.
Nous avons comme objectif, comme vision de créer de l'emploi grâce aux jeunes, mais voilà un jeune qui est là. Voilà tous ces jeunes de la diaspora et d'ici qui reviennent avec une expertise. Pourquoi pas les soutenir? Pourquoi pas le président de la République les accompagner? Parce qu'il a démontré cette bonne foi avec tous ces jeunes entrepreneurs. Yannick Tchikangu est là pour le Congo et que le Congo aussi soit là pour lui. Vous nous avez suivis ce soir, lundi à 22 h, juste sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le mardi à 11 h juste. Et vous pouvez nous suivre aussi sur toutes nos plateformes sur Internet à n'importe quelle heure, dépendamment du lieu où vous vous trouvez à travers le monde. Sur YouTube, sur Symphorien Katende TV, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter. Soutenez les jeunes entrepreneurs. Quant à moi, je vous dis merci, à la prochaine.